La parole est maintenant à l'historien de l'art Roland Recht, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « L'art et la guerre ». Ce qu'on a appelé la Belle Époque est l'expression d'une insouciance apparente de la vie sociale, mais chez des individualités fortes se manifestent d'autres attitudes. Il est singulier de voir qu'en 1907, alors que les post-impressionnistes ou Claude Monet évoquent encore le lyrisme du monde, Picasso peint, dans une solitude totale, ces Demoiselles d'Avignon, une œuvre qui, aujourd'hui encore, conserve son potentiel d'effroi. Les répercussions que peut avoir le bruit du monde sur la sensibilité artistique sont de différentes natures. Ainsi, après une centaine d'années, il nous est difficile de comprendre un Thomas Mann lorsqu'il voyait dans la guerre, je cite, une pénitence et une purification, ou Marinetti, qui aspirait à la guerre comme hygiène. On aurait tort de penser que la guerre de 1914 ne pouvait qu'effrayer l'élite intellectuelle et artistique. Hannah Arendt va jusqu'à faire ce constat: la destruction impitoyable, le chaos et la ruine en tant que telle revêtaient la dignité de valeur suprême. Mon objectif aujourd'hui n'est pas d'évoquer l'écho qu'a eu le premier conflit mondial dans l'œuvre des peintres en France et en Allemagne. Je voudrais plutôt m'arrêter à 3 exemples. 3 guerres qui ont eu pour théâtre l'Europe occidentale et dégager quelques réflexions sur la situation de l'art au moment de ces conflits. La Première Guerre mondiale, les guerres napoléoniennes et la guerre de 100 ans. Voici ce qu'écrit en 1912 Franz Marc, le peintre du mouvement d'avant-garde du Blauer Reiter, le cavalier bleu. Je cite: « Nous sommes aujourd'hui au tournant de 2 longues époques, semblables au monde il y a 15 siècles, lorsqu'il y eut aussi une période de transition sans art et sans religion, où ce qui était grand et vieux mourut et fut remplacé par ce qui était nouveau et inespéré. » Fin de citation. Les œuvres que Franz Marc appelle de ses voeux n'ont, dit-il, aucun rapport avec le besoin des masses. Elles ont été créées plutôt malgré leur époque. Ce sont les signes volontaires, enflammés, d'une nouvelle époque. Cette conscience d'un monde nouveau, qui ne peut advenir que sur les ruines d'un monde vieillissant et dépassé, est l'hymne des avant-gardes du XXe siècle. Examinons brièvement le phénomène lui-même, cette brusque radicalisation des positions esthétiques qui a lieu entre 1906 et 1913, cette puissance anticipatrice de l'art qui révèle, bien des années avant la Première Guerre mondiale, des conflits d'une autre nature et qui bouleverse le monde de l'esprit. En réaction contre l'impressionnisme et sa descendance, qui apparaissent à beaucoup d'entre eux comme une sorte de consécration d'un naturalisme bourgeois qui aurait dominé le XIXe siècle, des sculpteurs et des peintres cherchent à s'émanciper d'une tradition qu'ils jugent trop pesante. Libération qui doit, selon Constantin Brancusi, prendre la forme d'une quête de l'absolu, en mettant à jour ce que la matière, marbre ou bronze, recèle d'essentiel. Le dépouillement extrême de sa muse endormie de 1910 emprunte sans doute à l'art asiatique la perfection d'une épure à 3 dimensions. Libération qui doit faire, pour Kandinsky cette fois, la part du spirituel dans l'art, qui forme le titre de son célèbre essai paru dès 1910 en russe. Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées, écrit-il, et lorsque leurs appuis extérieurs menacent de s'écrouler, l'homme détourne ses regards des contingences externes et les ramène sur lui-même. La fonction de la peinture devient alors d'exprimer le monde intérieur de l'individu, autrement dit, son monde spirituel. Fin de citation. Ce langage, c'est l'abstraction, c'est-à-dire le renoncement à toute référence mimétique et l'affirmation d'une syntaxe qui repose uniquement sur les formes et les couleurs, tout comme la musique repose sur les sons. Kandinsky, auquel on attribue généralement la naissance de l'abstraction, n'est pourtant pas le seul à explorer cette voie. Le Tchèque František Kupka évoque aussi volontiers le monde intérieur de l'artiste, mais ses expérimentations plastiques s'appuient dès 1910 sur des spéculations relatives à l'espace. Entre 1912 et 1913, Robert Delaunay peint ses fenêtres qui, à la différence de Kandinsky, partent d'une réalité extérieure,
mais dont il ne veut retenir que la substance colorée. Il faudrait encore citer la métamorphose des objets en substrats colorés et bientôt géométriques chez Piet-Mondrian, ou encore comment, à la fin de 1911, le Russe Mikhail Larionov s'intéresse à l'énergie vitale qui se dégage des couleurs et dont il veut mettre en évidence le rayonnement. Mais les peintres les plus novateurs ne se sont pas tous rendus à l'abstraction. Depuis l'été 1907 est suspendu dans l'atelier de Picasso un tableau que ne connaissent que ses visiteurs et qui n'exposera en public que 9 ans plus tard. Ce sont les Demoiselles d'Avignon. On pourrait dire que c'est la proclamation artistique la plus retentissante par laquelle s'ouvre le XXe siècle. Et Picasso, en premier, savait l'importance de la rupture qu'elle signifiait. Mais en 1912, s'ajoutait aux travaux cubistes que réalisaient Georges Braque et son camarade, Picasso, ce qu'on a nommé la révolution des papiers collés. L'irruption dans la composition peinte ou dessinée d'un morceau de journal ou de papier peint que Picasso pratique assidûment a 2 conséquences: la dissociation de la forme et de la couleur et l'introduction d'un élément plan qui vient perturber la structure spatiale du cubisme. C'est sans doute une nouveauté aussi grande que le cubisme lui-même. En 1912 toujours, visitant ensemble le Salon de l'aviation de Paris, Marcel Duchamp aurait déclaré à Constantin Brancusi et à Fernand Léger, devant une hélice d'avion, « C'est fini la peinture. Qui ferait mieux que cette hélice ?» L'objet industriel et le travail de l'ingénieur exercent alors une fascination sur bon nombre d'artistes. Ils y trouvent soit l'expression la plus aboutie d'une forme par essence moderne, soit la source d'un désenchantement. En plaçant 1 an plus tard sur un tabouret de cuisine une roue de bicyclette dans son atelier, Duchamp confère à un objet usuel un statut nouveau. En fait, il s'est d'abord livré à un jeu. Je cite, « Le choix de ces ready-made ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix a été fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût. En fait, une anesthésie complète. » Fin de citation. Parti d'une pratique de la peinture séduite par le cubisme, Duchamp va y renoncer assez vite pour s'enfermer dans un long silence et une sorte de méditation ascétique autour du grand verre. Le geste de Duchamp impliquait 2 ordres de choses qui vont affecter une grande part du développement de l'art au cours du XXe siècle. D'abord, ce n'est plus la beauté, reposant sur le principe de l'imitation, qui distingue l'œuvre d'art, mais sa nouveauté. Ensuite, l'artiste élargit singulièrement le champ de son intervention. Il peut désormais intervenir n'importe où et n'importe quand. En juxtaposant ces entreprises, qui se situent dans les années 1910-1913, on mesure l'importance des remises en cause, qui toutes tendent à saper les fondements théoriques et techniques de la peinture et de la sculpture, transmis par le XIXe siècle. J'en viens à mon 2e exemple. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes couvrent 2 décennies et touchent une grande partie de l'Europe actuelle. À la gloire de la Révolution et de l'empereur est souvent associé l'art de David, le représentant de cet idéal esthétique que l'on a nommé le néoclassicisme, le dernier effort pour prendre l'Antiquité classique comme modèle. Le credo classique, ravivé par les écrits de Winckelmann, est celui qu'enseignent les académies d'Europe sur le modèle de celle des Beaux-Arts en France. Il traverse les crises, en particulier la Révolution française, sans perdre son autorité et sa valeur d'absolue esthétique. Cependant, à la périphérie du continent s'élèvent des voix discordantes, celles d'artistes qui ont la certitude qu'une ère nouvelle s'ouvre devant l'humanité, qu'un art nouveau va se substituer aux traditions vieillies. C'est le cas de Blake comme de Runge, pour lequel c'est le paysage qui suscitera une véritable régénération de l'art. Caspar David Friedrich est sans doute de ces peintres qui cherchent à refaire leur éducation et à se retirer de ce monde. Refusant d'aller à Rome ou à Paris, il ne compte que sur sa vision intérieure. Il y a là à la fois une cécité volontaire devant la tradition européenne et une immersion dans la nature, qui est le langage à l'aide duquel Dieu parle à l'homme. L'admirable Moine au bord de la mer est une des œuvres les plus sombres d'un artiste qui éprouve les conquêtes napoléoniennes comme une violence faite à l'esprit
et qui sent croître le sentiment national. Au firmament de cette époque brille le soleil noir de la mélancolie qui mène parfois jusqu'à la démence. L'art de Blake, dont la peinture et les livres illustrés font fi des conventions et des règles, rend le processus de la libre réalisation de soi. Mais l'artiste qui ouvre le siècle avec les innovations les plus radicales et les plus fécondes est sans conteste Francisco Goya. Sans doute faut-il remonter au Caravage pour assister à un séisme d'une telle puissance. La religion, la mythologie, la peinture de genre n'ont plus cours. Avec Goya apparaissent de nouveaux contenus et c'est sur eux qu'il expérimente son génie. Sa technique de peintre ou de graveur renonce à l'homogénéité de la composition et du récit au profit d'un ensemble de ruptures. À l'équilibre entre les masses, il préfère la concentration des effets. À la place de la construction centralisante, il privilégie le désaxement. À la séduction de la forme parfaite, il substitue la laideur. Le grotesque côtoie le sublime. Comme Beethoven dans sa musique, Goya parle un langage nouveau, hanté par l'expression de soi, qui mène jusqu'à la dissonance. Ce sont les deux artistes dont les œuvres caractérisent peut-être le mieux la crise européenne autour de 1800. Afin de parvenir à cette intensité expressive, Goya déconstruit l'espace figuré transmis depuis Giotto ou Masaccio. Telle est la révolution qui va ébranler l'art en ce début du XIXe siècle. Il rendra ainsi possible Daumier, Manet ou Degas. La lumière et les ténèbres se jouent à travers toutes ces grotesques horreurs, constate Baudelaire devant ses gravures, comme s'il parlait de ses propres poèmes. Remontant le cours du temps, je m'arrêterai à un troisième cas, celui de la guerre de 100 ans, qui oppose les royaumes de France et d'Angleterre entre 1337 et 1453, fait déterminant de la crise sociale qui traverse la fin du Moyen-Âge. C'est sur notre territoire que ce conflit est le plus meurtrier, provoquant le massacre de populations civiles, contribuant à répandre les épidémies et la famine. Il atteint surtout les campagnes, dévastées par les Anglais, mais aussi par des troupes françaises plus ou moins régulières. Elles se vident de la moitié de leurs habitants. Si les morts sont nombreux au sein de la noblesse, qui fournit les combattants, la lutte entre les Valois et les Plantagenets fait régner l'insécurité et la peur. Un phénomène artistique d'une grande ampleur, mais de moindre durée, se superpose à la chronologie de la guerre de 100 ans. C'est ce qu'on a nommé le style gothique international, dont la diffusion s'étend de 1360 à 1430 environ. Il privilégie le clinquant, l'artifice, la petite forme, et met en scène les conduites de la société aristocratique et de l'amour courtois. Le gothique international s'est répandu sur une bonne partie de l'Europe, dans ces centres de gravité de l'activité artistique que forment les cours en France, qui en constituent l'épicentre, en Angleterre, en Flandre, dans les Pays-Bas, en Bourgogne, jusque dans les petites villes de l'Empire germanique, en Bohême, en Autriche, en Italie du Nord, à Sienne et à Florence, en Catalogne et en Espagne. Le gothique international est l'expression sensible d'un mode de vie aristocratique et princier que le patricien va d'abord copier, et c'est seulement lorsqu'il aura trouvé ses propres codes pour exprimer ses sentiments que le style international s'éteindra. La guerre n'a pas freiné l'accumulation de richesses et une activité artistique intense. Dispersés un moment par l'occupation anglaise, les artistes quittent Paris pour chercher une clientèle dans les centres périphériques. Les textiles de Lucques et de Venise, les retables en albâtre d'Angleterre, les tapisseries d'Arras et de Paris, l'orfèvrerie de Nuremberg et Turin supérieur deviennent des articles d'échange sur un marché de l'art extrêmement actif. Le roi et les princes de Bourgogne, de Berry, d'Anjou se tournent volontiers vers le nord, où ils trouvent d'habiles ouvriers. Le modèle absolu du collectionneur est le duc Jean de Berry, frère du roi Charles V. On connaît le mot du chroniqueur Froissart, selon lequel le duc de Berry, je cite, « En telle chose, il avait grandement sa fantaisie de toujours faire ouvrer de taille et de peinture. » Fin de citation. Capable, pour assouvir son goût du luxe et de la beauté, de procéder à des exactions à son profit en tant que lieutenant général du roi en Languedoc. Il a accumulé une fortune prodigieuse qu'il consacre à la construction et au décor de ses châteaux et hôtels, achetant ou commandant des livres enluminés, des tapisseries ou des objets d'orfèvrerie aux meilleurs artistes de son temps. Il est le représentant type de cette société de cour et il témoigne de la place nouvelle qui occupe l'art. Fidèle à sa réputation d'esthète,
le duc de Berry demande à ce que dans la chapelle, où une trêve doit être négociée entre la France et l'Angleterre en 1384, les murs soient recouverts de tapisseries montrant des batailles antiques. En les apercevant, le duc de Lancaster, John of Gaunt, exige leur enlèvement, arguant que des négociateurs de paix ne doivent pas avoir sous les yeux des images de guerre. C'était assigné à l'art la place et la fonction d'un modèle mimétique. On les remplace alors par une tenture représentant les instruments de la Passion. Mais deux innovations considérables sont contemporaines de la guerre de Cent Ans, l'une comme l'autre, nées dans un contexte de pensée qui est dominé par la philosophie de la nature d'Aristote. Il s'agit d'abord de l'invention du portrait. Après le milieu du XIVe siècle, les souverains veulent que leurs traits s'inscrivent définitivement dans les images, et les artistes seront dorénavant de plus en plus attentifs à restituer des physionomies individuelles. La seconde innovation est celle du paysage. À la différence du portrait, il ne constitue encore qu'un décor dans les images, mais les peintres, comme les frères Limbourg par exemple, y témoignent d'une observation de plus en plus fine de la nature. Dans chacune des trois situations que nous avons évoquées, le champ de l'art s'est sensiblement élargi. Au XIVe siècle, par l'invention du portrait comme présence et par celle du paysage comme étendue. Autour de 1800, par une déconstruction parfois violente de l'espace traditionnel, afin de permettre l'irruption de thèmes nouveaux. Autour de 1912, par une reconfiguration de l'espace de la toile ou par l'avènement de ce que Duchamp a appelé le nominalisme pictural. Ces trois moments, à chaque fois décisifs, forment la ligne de crête d'une histoire de l'art conçue comme une histoire des ruptures. La simultanéité des conflits guerriers ne doit pas être interprétée selon une relation causale. Les révolutions esthétiques paraissent, au fond, de peu d'importance face au bruit des canons. Cependant, l'art obéit lui-même à des forces qui, sans être placées sous le signe de Thanatos, n'en sont pas moins puissantes, au point qu'elles suscitent des ondes de choc qui ne cessent de se répandre, loin, très loin au-delà des guerres qu'elles ont vues naître ou qu'elles ont accompagnées. Je vous remercie.